Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire une analyse de l'interview qu'il y a eu entre Alain Foka et le président de transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Cette interview a été publiée hier sur la page YouTube d'Alain Foka et je peux vous assurer que cette interview de 35 minutes est très riche. Donc, je vous invite à aller voir toute la vidéo sur la page YouTube d'Alain Foka. Mais dans cette vidéo, on va analyser spécialement les points forts de cette interview. Et les amis, je peux vous assurer une chose, Ibrahim Traoré et ses autres compères de l'AES sont en train de changer le paradigme en Afrique. On commence. Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait de ces trois pays regroupés au sein de l'AES. Les républiques sœurs du Mali, du Niger sont en guerre contre le terrorisme. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. La CEDEAO avait pour objectif de permettre aux populations de ces pays de sortir de la pauvreté et également de participer à l'émancipation économique de chaque pays membre. Mais ils se sont rendus compte que 48 ans après, la CEDEAO n'a pas pour mission réelle de faire cela, mais plutôt de permettre à ce que chaque dirigeant puisse rester au pouvoir, puisse faire ce que tonton français lui demande de faire, alors que normalement la mission première de la CEDEAO devrait être pour les peuples. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut, non. On le fait parce que on veut amener nos pays dans la souveraineté. Que les coups d'État sont faits pour remettre le pouvoir au peuple. Et il faut le dire ici, dans beaucoup de nos pays africains, les présidents restent 30, 40, 50 ans au pouvoir et on peut dire ici que le pouvoir n'appartient plus au peuple, mais à ces dirigeants-là. Et donc, le coup d'État vient ici remettre un peu le pouvoir au peuple. C'est vrai que parler comme ça, c'est un peu ambigu, parce qu'on dirait qu'un coup d'État militaire, c'est une dictature. Mais non, en Afrique, on peut dire qu'un coup d'État militaire, c'est une façon de remettre le pouvoir au peuple, même si pour beaucoup de personnes, c'est pas ça. Que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent « ils s'en vont parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous ». Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, il y a plein de putschistes. Et pourquoi il dit ça? Je pense qu'il parle par exemple de Ayadema au Togo. Il parle également peut-être de 2011-2010, ce qui s'est passé également avec Ouattara et Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc ici, il est en train de dire que il y a également plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Donc du coup, pour lui, les sanctionner en disant qu'ils ont fait du putsch, ça n'a pas de sens. Parce que il y a peu de civils qui sont arrivés au pouvoir via des, je sais pas comment dire ça, via des dessous de table ou via des micmacs avec la France, voilà, pour évincer certaines personnes ou pour tuer certaines personnes. Pour lui, même des civils qui sont au pouvoir, au sein de la CEDEAO, souvent d'autres sont arrivés avec des putschs. Peut-être pas des putschs militaires, mais avec des putschs peut-être civils. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire, il peut plus aller au Burkina, il peut plus aller en Côte d'Ivoire, il peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. Vous savez qu'au sein de la CEDEAO, c'est une communauté économique dont, par exemple, les populations ou les hommes d'affaires qui vivent au Burkina Faso, au Niger ou au Mali pouvaient se déplacer facilement pour la Côte d'Ivoire et les autres pays de la CEDEAO et vice-versa. Mais ici, comme ces trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO et donc ici, on se demande comment est-ce que ces hommes d'affaires vont continuer à faire des affaires avec les pays qui sont membres de la CEDEAO. Et vous voyez ici, Ibrahim Traoré dit que on verra ce qu'on va faire. Parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente que même lorsque deux pays sont en confrontation, même quand deux pays sont en conflit, cela n'empêche que le commerce continue. Parce que le Niger a besoin de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a besoin du Niger et vice-versa. Donc, quand le président Ibrahim Traoré dit on verra, ça veut dire que si eux ils décident ou bien ils refutent que nos hommes d'affaires puissent faire du commerce avec les autres membres de la CEDEAO, dans ce cas de figure, ils vont prendre les mesures y afférentes et je pense que là, ce serait la cassure peut-être économique ou financière entre la CEDEAO et les trois pays du Sahel. Mais je pense que
que ce soit la CEDEAO ou même les 3 pays de l'Alliance du Sahel, personne ne veut cette capsule-là. Donc je pense que le commerce va continuer. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller les consciences. Alain Foucault demande à Ibrahim Traoré, Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Et Ibrahim Traoré dit ici, mais oui, l'AES est viable et le but également, c'est de pouvoir éveiller les consciences. L'AES est en train de mettre en place une zone économique. On ne se rend pas compte, pour l'instant, c'est une zone militaire, donc l'alliance militaire pour le Sahel, pour éradiquer le terrorisme dans cette région-là. Mais l'AES sera également une union monétaire et économique. Donc je pense qu'avec le temps, c'est une nouvelle zone économique qui est en train d'être créée. À eux trois, ils disent que même sans les autres, ça dit même sans les autres membres de la CEDEAO, parce que l'Afrique c'est pas uniquement la CEDEAO, il faut le dire aussi. Il y a également le Maroc là, il y a la Mauritanie de l'autre côté, il y a le Tchad ici. Voilà, l'Afrique c'est aussi d'autres pays. Donc pour lui, l'AES est viable et il pense que comme ils sont ensemble et comme ils partagent la même vision, automatiquement cette alliance-là va marcher et sera viable dans le futur. Quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité, avant qu'on parle de ces 3 États en matière de sécurité? Mais je peux vous dire à l'instant T, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire? Partout. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3-4 ans. Nous mettons pied. Le patriotisme s'est réveillé à tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Ici, le président Ibrahim Traoré parle du patriotisme et il parle également que aujourd'hui le Burkina Faso est capable de partir partout dans leur pays. Pourtant, avant, c'était pas possible. Non seulement parce que les terroristes avaient pris une partie du pays, mais également parce que les armées étrangères, c'est-à-dire la France et toutes les armées étrangères qui étaient au Burkina Faso, les interdisaient d'aller dans certains territoires. Donc, il est en train de dire ici que le Burkina Faso va éradiquer le terrorisme dans le pays. Donc, partout où il y a des terrorismes, ils peuvent y aller. Ils vont attaquer, ils vont libérer les territoires. Cette phrase-là est très forte, est très puissante. Parce qu'aujourd'hui, ça montre une fois de plus que Ibrahim Traoré et ses compères, Assimi Goïta et le général Tchani, sont vraiment en train de vouloir éradiquer le terrorisme dans leur pays. Comment expliquer que d'un coup, vous décidiez que tous les trois, vous allez combattre ça sans les autres? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui fait que ce soit plus possible aujourd'hui qu'avec ces armées qui étaient là? Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit, avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils, mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte? On les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Il dit non seulement, quand ces armées étrangères étaient au Burkina Faso pour combattre le terrorisme, il y avait certaines zones qui les étaient interdites, mais également, avec tout l'arsenal militaire qu'ils ont, les drones et tout ce qu'ils ont comme arsenal militaire, ils n'ont pas pu voir un terroriste. Mais pourtant, avec le petit matériel militaire qu'ils ont, ils voient les terroristes tous les jours. On comprend pourquoi, à un moment donné, Assimi Goïta au Mali ne voulait plus de ces forces étrangères chez eux. Parce qu'il a compris qu'en fait, ces personnes-là ne viennent pas pour réellement aider ces pays-là, mais ils viennent plutôt pour rester pendant très longtemps. Parce qu'ils voilà, pour contrôler le pays, on sait tous que quand une armée est dans un pays, ça lui permet également de contrôler le pays, de faire également du renseignement, il faut le dire ici. Donc ces armées en fait n'étaient pas là pour le terrorisme, mais là pour leur propre intérêt. C'est pour cela qu'eux-mêmes ont décidé de prendre leurs armes en main pour récupérer leur territoire. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80% c'était des équipements russes. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent que vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Après avoir suivi Ibrahim Traoré, comment on peut dire ici que la France et d'autres pays de l'Union européenne et même de l'Occident venaient vraiment aider ces pays? Il dit bien 80% de l'arsenal militaire burkinabé vient de la Russie.
Donc ça veut dire que, et en plus il dit que la France, et je suppose que d'autres pays de l'Occident, leur met des restrictions pour acheter certains armes. Alors que la Russie et d'autres pays, non seulement ne mettent aucune restriction, donc ils vendent de tout, mais également mettent en place un système de formation pour aider ces militaires à utiliser ces armes-là. Quand tu écoutes ça, tu comprends directement que la France et les autres pays de l'Occident ne sont pas là réellement pour aider l'Afrique. Il faut le dire ici clairement que Ibrahim Traoré, il est président, donc il a beaucoup d'informations. Donc si lui le dit, cela signifie que c'est vrai. Et si c'est vrai, ils ont bien fait de faire partie de la France et même l'administration au Mali de leur pays. Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face de vous. Les terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Vous comprenez encore? Vous voyez que quand on comprend ça, on se dit ici là que la France, ces pays ne sont pas là en Afrique pour nous aider. Et vous voyez, il dit bien que ce n'est pas uniquement avec la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée, tous ces pays n'ont aucune restriction. L'Iran, il ne donne aucune restriction quant à l'achat des armes pour défendre les pays. Mais l'Occident, non seulement les donne des restrictions, mais même pour les armes létales. Quand on dit létale, c'est une arme qui permet de terminer l'adversaire. Donc ici, il dit que ces pays-là refusaient même de leur vendre les armes létales. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau on est. C'est pour cela que je vous dis bien, quand ces trois pays prennent des décisions fortes contre la France, c'est pas pour rien. Je pense que c'est parce qu'ils ont vite compris que ces pays-là, en fait, ne sont pas réellement leurs amis. Mais avec quoi vous payez alors les Russes? Ils viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi on les paye? D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. C'est pas les Russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Mais donc, sur le terrain, ils sont sur le terrain ou pas, les Russes? Sur le terrain pour combattre? Non. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. Il n'y a aucun Russe sur le territoire pour combattre. Donc il est en train de dire ici là que le Burkina Faso, uniquement avec son armée, ils sont sur le terrain pour combattre. Donc comprenez ici là que quand vous parlez des Wagner, peut-être au Mali, mais il dit bien au Burkina Faso, il n'y a aucun Russe qui est sur le territoire ou bien qui est sur le front pour pouvoir combattre avec le Burkina Faso. Pour l'instant, il n'y a aucun Russe. Quand est-ce que vous organisez des élections? Combien de temps va durer la transition? C'est fatigant souvent. La seule chose qui nous fait tenir, c'est l'amour du peuple. On va organiser les élections comment à l'instant T. Hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falangonto pour faire les campagnes? Mais c'est des Burkinabés. Ils doivent voter. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Ouganda dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Donc il dit ça qu'il y aura une réforme du code électoral. Donc cette manière de faire que les gens faisaient avant, on connaît comment ça se passe dans nos pays africains. On donne des dessous d'État, qu'il y a élection un an après, on donne de l'argent ici, de l'argent là-bas. Il y a des grands hommes d'affaires qui donnent de l'argent parce qu'ils savent que lorsqu'une personne va arriver au pouvoir, ils vont profiter en fait de ce pouvoir-là pour avoir peut-être même mise sur un type de business, sur un type de projet. Donc il dit bien, dans ce cas de figure, il n'y aura plus ça au Burkina Faso. Donc ils vont créer un nouveau modèle, ils vont changer le code électoral, ce qui va permettre réellement d'abord à tout le Burkina Faso de pouvoir voter, parce qu'il a dit cela qu'il faut de la sécurité partout, un minimum de sécurité pour permettre à ce que tous les Burkinabés puissent voter. Et en cela, une personne arrivera pour faire ce qu'il veut. Donc je pense que si on suit cette logique-là, on comprend que Ibrahim Traoré est vraiment dans une logique de mettre en place quelque chose de profond, quelque chose de sérieux, quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et je pense que c'est juste à ça. Pourquoi un chef d'État va se mettre à vouloir que son peuple se réveille? Les autres ont tendance à ce que le peuple s'endorme pour qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils veulent. Nous, on veut que les peuples se réveillent pour que même après nous, que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc, que ce soit au Niger, au Mali, ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à casser les chaînes
un peu de l'esclavage. Il parle d'un mot très fort ici. Il parle de casser les chaînes de l'esclavage. Pourquoi? Parce que, comme Alain Foucault souvent le dit également, que l'esclavage le plus dur et qui est difficile à changer, c'est l'esclavage mental. C'est quand on vous a déjà mis des choses dans la tête, que si vous parlez mal français, ça veut dire que vous n'êtes pas éduqué. C'est à ce moment donné que vous êtes esclave d'une personne. Donc ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui reste encore esclave des Européens. Donc il dit bien, son rôle effectivement c'est de briser toutes les chaînes, c'est de casser toutes les chaînes de telle manière que le Burkina Faso et même en Afrique d'éveiller les consciences pour que les personnes sachent qu'ils ont de la compétence, ils ont de la connaissance, ils ont du savoir-faire pour pouvoir développer leur pays. Et je pense que ce travail de communication-là est vraiment fait par ces trois pays-là. Il faut le dire ici que dans d'autres pays africains, voilà, où le président africain détient le pouvoir depuis des années, eux, ils aiment le pays quand le pays est faible, quand le pays n'écoute pas, voilà, ça les arrange qu'il y a des problèmes, voilà, le pays est concentré sur d'autres choses pendant que eux, ils profitent de leur présidence, ils profitent de leur, voilà, de leur notoriété, du fait qu'ils sont chefs. Donc ici, il dit clairement que eux, ils sont dans une mission non seulement de communiquer, non seulement d'éveiller les consciences, mais également de briser les chaînes de l'esclavage. Nous avons vécu la période de Thomas Sankara, oui, qui est un peu votre modèle, puisque beaucoup vous comparent à lui par vos idées, par votre manière de vous comporter, par vos choix. Oui. On sait comment ça s'est terminé. Pour ma personne, je n'ai pas peur. Sur certains volets, peut-être que le président Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les amis trahir l'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié. Je pense que cette phrase l'a emporté. Oui, tu vois, on revient encore sur Thomas Sankara parce que vous vous rappelez, Thomas Sankara, il avait déjà été averti que Blaise Compaoré préparait un coup d'État contre lui, mais il avait dit cette phrase-là. Ici, Ibrahim Traoré te dit que non, aujourd'hui ça se passera plus comme ça. Donc, il sait déjà comment les Européens ont fonctionné, donc il se prépare à ça. Donc, du coup, il utilise effectivement ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir s'assurer qu'il n'y aura pas un coup d'État sur lui, quoi. Alors, ça me donne l'occasion de terminer là-dessus. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider c'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Donc je pense qu'ici, il faut être clair. Ibrahim Traoré et ses compères du Mali et du Niger ont pris la décision de quitter la CEDEAO et c'est définitif. Donc ici, il dit clairement que même si après on renégocie, on fait n'importe quoi, ils ne sont plus dans cette organisation-là. Et je pense que ce qu'il dit là est très fort. Et ils ont pris décision. Je suppose que s'ils prennent une telle décision, c'est parce qu'ils savent pertinemment où ils vont. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Tout ce qui nous maintient dans l'esclavage, on va le briser. Tout ce qui est lien et tout ce qui nous maintient dans l'esclavage, on va le briser. Les amis, je pense que nous sommes dans une nouvelle ère en Afrique de l'Ouest, dans ces trois pays. Je pense que cette phrase d'Ibrahim Traoré, c'est l'une des phrases les plus fortes que j'ai écoutées depuis très longtemps. Il faut le dire ici là que Ibrahim Traoré et ses compères veulent vraiment redonner la souveraineté en Afrique. Ils veulent vraiment redonner le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, on ne peut que leur soutenir. Ciao.